Voici déjà un peu plus d'un an que la saga Jurassic est revenue sur nos écrans avec Jurassic World Rebirth. Alors que le film est revenu sur le devant de la scène via la sortie de l'extension dédiée pour Jurassic World Evolution 3 et qu'une suite est d'ores et déjà en cours de production chez Universal, je voulais saisir l'occasion pour revenir sur ce 7ème film de la saga et ce qu'il implique, selon moi, pour l'avenir de la franchise. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à Jurassic Park. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de Jurassic World Rebirth. Petite mise au point avant de commencer, je vais donc vous partager mon avis, mon ressenti sur Jurassic World Rebirth. Et il va sans dire que cet avis n'engage que moi, et que peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, et c'est tout à fait votre droit, parce que je vais pas commencer à vous jouer la sérénade du youtubeur qui se prétend soi-disant objectif, parce que par définition, un avis est subjectif. Donc, maintenant que ça s'est évacué, et avant de se plonger dans l'affaire Rebirth, il me semblait très important de remettre un petit peu de contexte à tout cela et donc de vous partager un petit peu mon expérience, mon ressenti global avec la saga Jurassic. J'ai découvert Jurassic Park au cinéma en 1993. J'avais 7 ans, j'étais déjà passionné par les dinosaures depuis aussi loin que je me souvienne et c'était véritablement la fête. Ça risque de sonner bizarre pour les plus jeunes d'entre vous, ça. Quand la bande-annonce passait à la télé, j'attendais le film de pied ferme, et quand je suis allé le voir en famille, j'ai été littéralement subjugué. C'est mon film préféré, ni plus ni moins, celui avec lequel j'ai pris conscience de toute la puissance évocatrice du 7ème art. Jurassic Park, c'est tout simplement une œuvre qui a profondément marqué ma vie, sinon je serais pas là en train de vous parler en fait. Quant au Monde Perdu, je l'aime beaucoup, mais avec un peu de recul, il y a deux petits trucs dans le film qui m'empêchent de l'apprécier autant que Jurassic Park. Tout d'abord, j'ai eu un peu de mal à reconnaître le Ian Malcolm du premier film dans cette suite. Et même si je reconnais que c'est un bel hommage à King Kong et à Godzilla, je n'arrive pas à apprécier la partie de San Diego. Jurassic Park 3, quant à lui, se traîne une réputation de suite bâclée en demi-teinte, mais je dois avouer que je l'aime beaucoup. Je vous disais qu'un avis est complètement subjectif, mais le retour d'Alan Grant et la scène de la volière suffisent pour que je passe un excellent moment en toutes circonstances devant JP3. Il a certes ses défauts, mais l'ambiance plus proche du premier film, le rythme haletant tout au long de l'aventure, l'écriture du personnage d'Alan Grant faisant évoluer sa vision des dinosaures d'Ingen, vraiment, j'adore Jurassic Park 3. Oui, comme la plupart d'entre nous, j'aime beaucoup Alan Grant. Il fait même partie de mes héros d'enfance aux côtés de Luke Skywalker, et tout ça, c'est grâce au talent d'un grand homme, d'un grand acteur, qui nous a malheureusement quittés durant l'écriture de cette vidéo, alors... Au revoir Sam Neill, et... merci pour tout. Même si j'aime beaucoup le film, je dois reconnaître que je pensais la saga finie après Jurassic Park 3. C'est vrai que, après 3 films, que faire pour trouver un prétexte à ramener des gens sur Isla Sorna ou Isla Nublar? Et ce n'est pas la scène de fin montrant les pteranodons fuir Isla Sorna qui apporterait matière à en faire un film, pendant que des rumeurs de 4ème opus et d'hybrides humains-dinosaures apparaissaient de temps en temps sur internet, jusqu'à la sortie de Jurassic World en 2015. Impossible de le nier, j'ai adoré Jurassic World. Vu la tournure de la première trilogie, il semblait inimaginable de réouvrir le parc, et pourtant, mais quelle idée de génie! Parce qu'on ne va pas se voiler la face, et même si les films nous montrent bien à quel point c'est une très mauvaise idée, on est nombreux à imaginer à quoi aurait pu ressembler le parc de John Hammond s'il avait pu ouvrir ses portes, voire même à rêver de le visiter. Et ce ne sont pas les joueurs de Jurassic World Evolution qui viendront me dire le contraire. J'ai aimé Jurassic World pour sa façon de réinventer la saga, opérant une sorte de redémarrage dans la continuité pour revenir à l'émerveillement du premier opus. Merveilleux, oui, mais aussi quelque peu cynique dans sa démesure, et le film semble même en être conscient. Les fameux hybrides tant redoutés avec ces drôles de rumeurs font finalement leur entrée dans la saga, en venant plus que jamais porter crédit à la fameuse citation de Ian Malcolm. Oui, mais vos savants étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Et l'absence des anciens héros nous permet de découvrir ce nouveau parc avec un nouveau casting, sans dénaturer les anciens personnages. Jurassic World, c'est mon plaisir coupable dans la saga. Une agréable surprise, un plaisant retour vers le futur. Nom de Dieu!
pour peu qu'on accepte que le film joue énormément sur la fibre nostalgique de son public. Je ne peux pas en dire autant de Fallen Kingdom, malheureusement. Si l'histoire de l'Indominus Rex apportait quelque chose de nouveau à la saga, tout ce qui tourne autour de l'Indoraptor verse dans la redondance et la contradiction avec les propos du précédent film, mais il faut faire avec. Les hybrides font désormais partie intégrante de l'ADN de la saga. Je reconnais passer un bon moment lors de l'expédition sur Isla Nublar en début de film, mais en cherchant à ramener l'action sur le continent, Fallen Kingdom me perd comme le faisait déjà le Monde Perdu dans son dernier acte. Quant à Dominion... Ah, Dominion... Vendu comme la conclusion épique et de la trilogie Jurassic World et de la saga Jurassic dans son entièreté, en faisant revenir Alan, Ian et Ellie, j'ai envie de dire... Sérieusement? Tout ça pour ça? Vu ma déception face à Fallen Kingdom, je n'attendais pas grand chose de Dominion et le film a quand même réussi à me décevoir sur tout ce qu'il entreprend, que ce soit la conclusion de l'arc d'Owen, Claire et Maisie, le traitement des héros de la première trilogie, ou même la façon dont le problème des dinosaures en liberté est traité par-dessus la jambe, tout ça pour finir dans un sanctuaire aux faux airs de parc. Si vous voulez mon avis, c'est un aveu amer que non, un film Jurassic sans île remplie de dinos, ça ne peut pas fonctionner. Et comme j'ai envie de rester poli, je ne parlerai même pas des sauterelles. Non mais sauterelles de m... Ah bah voilà, vous voyez? Rien que d'y penser, ça me file des boutons, voilà. Bref, vous l'aurez compris, en sortant de Dominion, je n'avais plus vraiment d'attente quant à un éventuel avenir de la saga, mais pourtant, en fait, si, il y en a eu un d'avenir, parce que c'est que le film, il a bien marché, hein, donc... Alors oui, on avait dit que c'était le dernier, mais... Allez, s'il vous plaît, faites quand même un petit peu semblant d'être étonné, quoi, non? Non? Je n'avais pas beaucoup d'attente pour Rebirth, vu l'impasse narrative dans laquelle se trouvait à nouveau la saga à la fin de Dominion. Je savais que j'irais le voir quoi qu'il en soit. Je reste fan de la licence et je suis curieux de voir ce qu'elle peut nous proposer, mais... Vu la double douche froide que furent Fallen Kingdom et Dominion, j'étais préparé à être déçu. Souvenez-vous l'été dernier. Non, pas les films d'horreur, le mois de juillet 2025. Jurassic World Rebirth sort, et globalement, les avis sont plutôt mitigés en fait. Pour ma part, j'ai passé un plutôt bon moment devant le film. J'étais d'ailleurs allé le voir avec mon confrère Cinépop et sa réaction à chaud était un petit peu plus perplexe. Mais voilà, c'est une réaction à chaud. Et maintenant qu'on a tous eu le temps de voir, revoir et digérer le film en un an, j'avais envie de revenir avec vous sur Jurassic World Rebirth et s'il était réellement une renaissance pour la saga Jurassic. Après avoir revu le film plusieurs fois, je peux le dire clairement. J'apprécie toujours autant l'aventure sur l'île de Saint-Hubert. Il a certes ses défauts, mais contrairement à Fallen Kingdom et Dominion, Jurassic World Rebirth parvient à me captiver du début à la fin, grâce à son ambiance beaucoup plus proche de la trilogie Jurassic Park. Quelque part, c'est un peu le Jurassic Park 3 des Jurassic World, à un point où il pourrait complètement faire office de suite directe à Fallen Kingdom en faisant fi des événements de Dominion. Quelle ironie. Après avoir passé tout Fallen Kingdom à nous préparer à l'arrivée des dinosaures dans notre monde et à devoir faire face aux conséquences de ce que ça allait impliquer, en fait, la conclusion de Jurassic World Dominion, où dinos comme humains, tous copains, elle sonne un peu faux, en fait, d'autant plus avec le pitch de Rebirth, mais vu ce que je pense de Dominion, est-ce que je vais réellement m'en plaindre? Non. Il y avait pourtant quelque chose à creuser avec cette impossibilité pour les dinosaures de s'habituer aux conditions climatiques. Un message écologique digne de Ian Malcolm où la pollution induite par notre société de consommation industrielle expliquerait leur réextinction. Mais non, on est vraiment face à un rétropédalage complet. Et pourtant, j'ai du mal à y voir un mauvais point parce que ce postulat de départ permet au film de nous emmener à nouveau dans des environnements plus naturels qu'urbains, là où selon moi, la saga fonctionne le mieux. Le nouveau casting fonctionne également très bien. Le personnage de Henry Loomis m'a directement tapé dans l'œil, au point où il a rejoint Alan Grant parmi mes personnages préférés de la saga. Je trouve d'ailleurs très intéressante la façon dont il est lié à Alan, en faisant un collègue direct avec qui il a appris la paléontologie. Les personnages emblématiques de la saga existent dans la continuité, sans avoir besoin de les faire revenir et les dénaturer. Duncan et Zora sont aussi très attachants à leur manière, même si l'écriture post-traumatisme de leurs deux personnages est parfois un peu forcée et bancale. L'ajout de la famille Delgado, déroutante au début, fait pourtant sens en offrant au récit des personnages auxquels le public peut plus facilement s'identifier,
tout en venant cocher la case enfant si chère à la saga. Mais le personnage le plus réussi du film, celui qu'on aime détester, c'est indéniablement Doxon. Oui, j'ai bien dit Doxon. Et pourtant, je parle bien de Martin Krebs. Parce que Jurassic World Rebirth marque le retour de David Koepp à l'écriture, lui qui avait bossé avec Spielberg et Crichton sur Jurassic Park et Le Monde Perdu. Koepp n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler qu'il avait relu les 2 romans de Michael Crichton pour la peine, et cela se ressent fortement en regardant le film. Tout, absolument tout, dans le personnage de Krebs, rappelle le Lewis Doxon du Monde Perdu littéraire, lui qui avait pourtant déjà fortement inspiré le personnage de Peter Ludlow dans le film de 1997, allant ici jusqu'à réinterpréter le chapitre où Doxon balançait ni vu ni connu Sarah par-dessus bord, à un point où les naufragés arrivent sur l'île de la même manière que notre cher professeur Harding dans le roman. Un autre emprunt évident au roman, c'est bien évidemment la scène du radeau et du tyrannosaure reprise directement de Jurassic Park. Et ça tombe bien, ça va me permettre de faire une transition toute trouvée pour pouvoir vous parler des dinosaures de Jurassic World Rebirth. Ah, mais qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de retrouver un tyrannosaure digne de ceux des 2 premiers films, loin d'être un allié Deus Rex Machina, et qui adopte un comportement logique de prédateur. On a beau se douter que les personnages de la famille Delgado ne risquent rien, la scène nous tient en haleine tout du long. J'ai toujours eu une certaine fascination pour les films mettant en scène des créatures connues pour leur habilité terrestre, également à l'aise dans un environnement aquatique. Je frissonne encore, rien qu'en repensant à la scène d'Alien Résurrection, nous montrant les xénomorphes parfaits nageurs. Et cette scène est assurément ma préférée de Rebirth, nous montrant un tyrannosaure réaliste qui n'hésite pas à abandonner la poursuite quand sa proie devient trop difficile à atteindre. Une autre scène que j'ai adorée se passe dans la vallée des titanosaures. On ressent vraiment la fébrilité du paléontologue quand il parvient à littéralement toucher du doigt son rêve. On renoue avec le majestueux propre à Jurassic Park, et grâce à la caméra de Gareth Edwards, connu pour son art du gigantisme, on se sent littéralement tout petit face à ces sauropodes en pleine parade nuptiale. Difficile de ne pas verser une petite larme face à l'émotion dégagée par cette scène, même si on ne va pas se mentir, la reprise du thème de John Williams par Alexandre Desplat, le compositeur de Rebirth, vient un petit peu forcer la fibre nostalgique des fans de la saga. J'aurais pu vous parler aussi de la scène des Quetzalcoatlus, avec son excellente idée de mise en scène à l'arrivée du ptérosaure, en jouant avec le spectateur et les personnages, quand les croassements de l'animal semblent se fondre à l'écho des coups de marteau de Leclerc. Ou encore vous parler de l'intense scène d'attaque du bateau mettant en scène et le mosasaure et les spinosaures. Mais je pense que vous avez toutes et tous déjà vu le film, non ? Jurassic World Rebirth a ce petit je ne sais quoi propre à la saga Jurassic Park, qui fait que ces scènes avec les dinosaures, tout simplement, elles fonctionnent, on se laisse emporter, on a envie d'y croire, en tout cas, beaucoup plus, à mon sens, que dans la trilogie Jurassic World. Tout n'est pas parfait pour autant, et malgré cette vibe résolument Jurassic Park, on pourrait pinailler en pointant du doigt que chaque espèce a droit à sa scène avant de disparaître complètement de l'écran, un peu comme s'ils étaient les différents niveaux d'un jeu vidéo que traversaient les personnages. Dommage également que, malgré 2-3 fulgurances, la touche de Gareth Edwards ne se fasse pas plus ressentir tout au long du film. Oui, clairement, ce plan du bateau des Delgado renversé, avec l'ombre projetée du mosasaure, il en impose. Mais on est loin de l'efficacité de ce que le réalisateur avait pu proposer avec Godzilla ou encore Rogue One, 2 films pourtant eux aussi cadenassés artistiquement par l'aura de leur licence. Concernant la représentation des dinosaures, et vous aurez bien entendu compris que je veux dire par là la nouvelle apparence de certaines espèces, je trouve que le film se tire une balle dans le pied en cherchant à l'expliquer. Jurassic World Rebirth nous fait comprendre que l'île de Saint-Hubert est au InGen de Masrani, ce que Isla Sorna était au InGen de John Hammond, une sorte de site B servant de laboratoire pour ramener les dinosaures de Jurassic World à la vie avant de les transporter sur Isla Nublar pour les exposer dans le parc. Comme nous le dit si bien Martin Krebs, les animaux, mal formés ou ceux carrément trop pénibles à regarder, ils les ont abandonnés ici. Mais dans ce cas, pourquoi certains dinosaures présents sur l'île ressemblent trait pour trait à ceux que nous pouvions déjà voir dans le parc de Masrani ? Ah ça, je sais pas vraiment comment on doit le prendre, surtout les fans du Spinosaure, parce que, pour une fois, que dans un film jurassique, le Spinosaure a une représentation beaucoup plus proche des dernières découvertes paléontologiques, le film nous dit tout simplement qu'il s'agit de spécimens ratés. Et tiens, justement, en parlant de spécimens ratés,
Alors oui, depuis Jurassic World et l'Indominus Rex, les hybrides font partie intégrante de l'ADN de la saga, on le sait. On a eu aussi l'Indoraptor dans Fallen Kingdom, on a eu le Scorpius Rex et le Spinoceratops dans la colo du Crétacé, mais était-il nécessaire d'aller aussi loin? Parce qu'on est d'accord que ça, c'est une wyvern, et que ça, c'est le croisement improbable entre un rancor de Star Wars et un xénomorphe de Alien. On passe très clairement du film de dinosaures au film de monstres avec les Mutadons et le Distortus Rex, et c'est tout le discours de Simon Masrani qui prend méchamment du plomb dans l'aile avec les expérimentations d'InGen sur l'île de Saint-Hubert. Mais vous ne vouliez pas du véridique, vous vouliez plus de temps. J'ai jamais voulu un monstre. Heureusement, les bandes annonces nous avaient préparé à la présence de ces nouveaux hybrides. Si je les avais découverts en salle lors de mon premier visionnage, mon appréciation globale du film s'en serait retrouvée largement impactée, même si globalement ils ne se comportent pas forcément comme des monstres, mais plutôt comme les autres dinosaures du film, si ce n'est qu'ils sont forcément difformes en comparaison. Et avec le recul, c'est vraiment ça qui est dommage en fait. Concernant les Mutadons, leur habilité à voler n'est pas vraiment utilisée si ce n'est pour les faire apparaître comme par magie, tomber du ciel. Mais rien dans leur comportement ne fait qu'il fallait absolument y mettre des hybrides, car ces atterrissages surprises mis à part, toute leur scène aurait parfaitement fonctionné avec n'importe quel prédateur de la même taille comme... je sais pas moi... des vélociraptors peut-être. Je comprends tout à fait l'intérêt de la scène d'exposition qui nous présente le premier Mutadon en action. On connaît la réputation dangereuse des raptors. Les montrer pris à leur propre jeu de l'attaque surprise pose directement les enjeux de la menace représentée par les Mutadons. Mais après 3 films ayant ruiné cette réputation, à un point où Jurassic World Dominion a même dû introduire de nouveaux dromaeosaures pour les remplacer tant les raptors ont été traînés dans la boue, vous l'avez? Jurassic World Rebirth n'était-il pas l'occasion rêvée de remettre les raptors sur le devant de la scène et de les réintroduire en tant que menace? Quel dommage de devoir les supplanter et mettre en avant un hybride volant pour au final l'utiliser exactement comme un vélociraptor, et, ironiquement, dans une relecture de la scène de la cuisine de Jurassic Park. On peut quasiment tirer le même constat concernant l'horrible Distortus Rex. Ah ça oui, il est pas beau, hein. Et on comprend bien que c'est fait exprès. Son apparence a pour but de déranger, et on ne peut pas nier que sur ce point-là, c'est très réussi. Mais quand on se penche sur son cas, le même raisonnement s'applique. Si ce n'est pour jouer sur un pseudo-effet de surprise sur son apparence, un effet de surprise qui est d'ailleurs désamorcé dès la scène d'introduction du film, plutôt maladroite s'il en est, on va éviter d'en parler, j'ai pas envie de me manger un sneakers pour l'occasion. La plupart de ces scènes, elles auraient pu fonctionner avec n'importe quel théropode massif. Bon allez, d'accord, je pinaille. La difformité et la taille du Distortus Rex sont utilisées à plusieurs reprises de façon intéressante, comme la façon dont il arrête la Jeep de Krebs en venant faire tomber son poing grâce à sa posture presque similaire à celle d'un gorille, sa façon de se déplacer comme un insecte quasiment pour franchir un précipice, et, bien entendu, la scène de l'hélicoptère, impossible à reproduire avec un tyrannosaure ou un giganotosaure. De plus, le T-Rex se comporterait presque comme un animal en abandonnant la poursuite de sa proie quand il réalise qu'atteindre cette dernière lui demandera trop d'efforts, et le film a même le bon goût de ne pas nous imposer un combat ridicule où de vrais dinosaures interviennent in extremis pour tuer le vilain hybride et laisser les protagonistes s'échapper. Malgré toutes ces petites retenues, j'apprécie toujours autant Jurassic World Rebirth à chaque visionnage, et c'est principalement grâce à son ambiance beaucoup plus proche de la trilogie Jurassic Park. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de renaissance avec Jurassic World Rebirth? Certes, l'esprit de la première trilogie renaît quelque peu dans Rebirth, tout en assumant l'héritage des Jurassic World en concluant l'arc des dinosaures lâchés dans le monde, et en continuant de broder autour des expérimentations génétiques avec ces nouveaux hybrides. Mais la conclusion du film rappelle beaucoup trop la situation dans laquelle se trouvait déjà la saga à la fin de Jurassic Park 3. Oui, il y a des dinosaures sur l'île de Saint-Hubert, mais comment trouver un nouveau prétexte acceptable pour envoyer des personnages sur l'île? Parce que si le film prouve bien une chose, c'est que c'est dans ce contexte-là que la saga brille le plus. Et vu le postulat de base de son scénario, à savoir que les dinosaures ne peuvent pas survivre hors de ces environnements tropicaux isolés, il est assez paradoxal de voir la saga fermer la porte à tout ce qu'elle a tenté de mettre en place avec la trilogie Jurassic World, alors que c'est là qu'elle aurait complètement pu se réinventer. Donc oui, j'ai aimé Jurassic World Rebirth, et je continue à le revoir avec plaisir. Pour tout vous dire, c'est même mon Jurassic World préféré. Mais voilà, maintenant, quand on me parle de renaissance avec ce film, moi j'ai plutôt tendance à y voir une dernière danse. Parce que soyons honnêtes, vous et moi, qui a vraiment envie de voir la saga Jurassic continuer de s'enfoncer dans la brèche du film de monstres? Qui, en voyant Distortus Rex, se dit «
Ah oui! Ah bah oui! Ah bah voilà! Ah c'est ça que je veux voir dans un Jurassic Park! Absolument personne! On est d'accord! Et pourtant, c'est bien la direction que semble viser Universal avec ces nouvelles créatures qui n'ont plus rien de dinosaures. Alors que, on peut leur laisser ça, les hybrides de Jurassic World et Fallen Kingdom gardaient globalement un aspect de théropode plus ou moins plausible. Les derniers emprunts au roman de Michael Crichton étaient bien vus dans Rebirth, mais ils me conforment dans l'idée que le film était une sorte de baroud d'honneur, un ultime hommage à la vision du romancier avant d'embrasser totalement une ambition plus proche des kaiju du Monsterverse que de Jurassic Park. Et ce ne sont pas les dernières informations qu'on a pu avoir qui nous confirment que Gareth Edwards ne participera pas à la réalisation de Jurassic 8, que je vais me retrouver un petit peu plus confiant pour l'avenir. Pour tout vous dire, j'ai même bien peur que cette histoire de médicaments développés à partir du sang des animaux présents sur l'île Saint-Hubert, que ce serait peut-être bien un indice qui nous mènerait vers ces fameux hybrides dino-humains. Comment il disait encore notre bon vieux Ian Malcolm? Ah oui, oui. Oui, mais vos savants étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Et voilà qui conclut cette vidéo revenant sur Jurassic World Rebirth un an plus tard. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt à Jurassic Park. Salut tout le monde!